Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir Olivier. Dans une semaine, on connaîtra le nom du président de l'UMP, François Fillon ou Jean-François Copé. Vous-même, vous avez choisi Jean-François Copé. Vous nous direz au cours de cette émission pourquoi, mais tout de suite, je voudrais parler avec vous de l'actualité qui a été marquée cette semaine par l'adoption du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Un pacte qui a été plutôt bien reçu par les patrons, qui est bien reçu par l'opinion publique de droite, c'est ce que montre un sondage publié par Le Figaro hier, mais critiqué par les députés de l'UMP. Pourquoi? C'est le réflexe de l'opposition systématique? Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce que proposait le rapport Gallois et ce qui a été finalement décidé. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas un calque exact. Que proposait finalement M. Gallois? C'est-à-dire, si l'on examine un peu le détail, pour l'essentiel, c'était des propositions formulées par Nicolas Sarkozy et par l'UMP. Pour l'essentiel, on retrouve dans le rapport Gallois ces propositions, c'est-à-dire une baisse du coût du travail. C'est le sujet majeur de notre pays aujourd'hui. C'est ensuite une hausse de la TVA, ce que Nicolas Sarkozy avait proposé pour la TVA sociale. Et une troisième idée, il fallait une application immédiate parce qu'il y a urgence. Et on s'aperçoit en réalité qu'à partir du rapport Gallois, le gouvernement et la présidence Hollande, j'allais dire, ont fait du Hollande, c'est-à-dire que c'est partiel, dilué, et pas pour tout de suite. C'est ça ce que l'on retient de ce pacte. Bon, pourquoi, si je peux le préciser 2 secondes, pourquoi c'est partiel? Vous apercevez que pour la baisse du coût du travail, c'est en fait un crédit d'impôt qui est proposé. Mais le crédit d'impôt, c'est, encore une fois, pas pour tout de suite. Et deuxièmement, ça ne bénéficie naturellement qu'aux entreprises qui marchent bien. Le problème, c'est immédiat et précisément les entreprises qui ne vont pas bien. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur la hausse de la TVA, on fait une demi-mesure. Alors, on vient des taux 20 et ainsi de suite, mais une demi-mesure, ce que proposait Nicolas Sarkozy, c'était la TVA sociale, c'est-à-dire une mesure qui était efficace, concrète, rapide et productive, et surtout à un autre niveau, puisque c'était un taux de 1,6 avec une recette qui était attendue de 12 à 14 milliards, tandis que là, ce qui est attendu, c'est 7 milliards simplement. Donc voilà, la démonstration, alors, bon rapport, application diluée, tardive, reportée. Alors sur le plan strictement économique, vous aurez l'occasion de reparler de ça avec Edwige Chevrillon tout à l'heure, mais sur le plan politique, est-ce que quand même vous ne pourriez pas saluer le fait que François Hollande, d'une certaine manière, il a agi pour ce qu'il croit être le bien du pays, contrairement à son idéologie. Il a accepté de toucher à la TVA, il avait déjà accepté les 3%. Vous pourriez saluer son courage politique. Oui, effectivement, on pourrait saluer le courage, et puis surtout en ayant la mémoire, puisque le 3 janvier 2012, il était en campagne. Il avait ses propositions, il savait qu'il était candidat et qu'il avait une chance sérieuse de l'emporter. Le 3 janvier 2012, il s'exprime sur France 2, et au cours du journal de 20h de France 2, et il dit ce qu'il pense d'une hausse de la TVA, je le cite, c'est une mystification économique et une faute sociale. Bilan des courses, il est obligé de le faire. L'autre aspect politique ou nouvelle politique de la semaine, c'est la commission Jospin qui rend son rapport pour un renouveau démocratique avec une proposition qui a retenu particulièrement l'attention. On entend Lionel Jospin. La rupture avec la pratique du cumul des mandats. Celle-ci est une exigence des citoyens. C'est l'engagement qu'ont pris certaines formations politiques. C'est un enjeu essentiel pour la rénovation de la vie publique. Nous devons renoncer à cette exception française. Réconcilier les citoyens avec la vie politique. Bon, écoutez, d'abord, vraiment, les bras vous en tombent. Et cette commission, elle s'appelle la commission de rénovation. Déjà, pour rénover, c'était très curieux de solliciter Lionel Jospin. Pardon de vous le dire, on a été un certain nombre à être surpris. Mais enfin, quand on voit l'arrivée, le résultat du travail, ce n'est pas une commission de rénovation, c'est une commission d'interdiction. Puisque ce qu'il y a dans le rapport de cette commission, c'est une succession d'interdictions. Moi, je croyais naïvement que rénover, moderniser, ça voulait dire augmenter la liberté. Là, au contraire, c'est l'inverse. On restreint. C'est à la fois très insultant pour les élus,
puisque par exemple il propose 2 mandats, dont un qui ne soit pas rémunéré. Ça laisserait supposer que les élus ne sont motivés que par l'intérêt possible d'une rémunération. C'était très curieux, je trouve ça très méprisant. Et deuxièmement, sur le fond, je trouve ça stupide, parce que à partir du moment où on a une activité, il est normal qu'il y ait une rémunération. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de rémunération. Le non-cumul est demandé par les Français. Attendez, deuxième élément. Je trouve ça aussi très méprisant pour les Français, parce que si les Français, ça ne leur plaît pas, si le candidat qui se présente devant eux, s'il est déjà maire et qu'il aspire à devenir député, si les électeurs ne le veulent pas, ils ont qu'à le manifester. Ça veut dire que la commission Jospin, du haut de sa splendeur, considère que les Français ne sont pas matures pour déterminer si tel ou tel candidat est bien pour être leur élu. Donc je vous le dis, cette commission Jospin, finalement, que propose-t-il? Et ça ne me surprend pas, il propose lui-même. Comment ça ? Il propose lui-même, c'est-à-dire il propose son propre parcours. Il avait 2 mandats, un mandat de député, un mandat de conseiller général. L'arrivée de la commission, il propose lui-même, c'est-à-dire ce qu'il a fait, un mandat parlementaire et un mandat local. Donc franchement, tout ça pour ça, et ce n'est pas une bonne chose. Sur le fond d'ailleurs, je viens d'entendre dans sa bouche une contre-vérité. Exception française que serait le cumul, pas du tout. Et ce n'est pas une exception, c'est même tellement peu une exception que vous avez en Allemagne les présidents des régions qui sont automatiquement sénateurs. Les présidents, ce qu'on appelle les Länder, sont automatiquement membres du Bundesrat, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat de la Chambre. Donc c'est déjà, rien que dans ces 3 mots qui viennent d'être évoqués, c'est déjà une contre-vérité. La vérité, c'est qu'il est indispensable que l'élu ait un lien avec le territoire. Parce que s'il a un lien avec le territoire, il a un lien avec l'électeur. Et ce qu'on demande aux élus, c'est d'être à l'écoute des électeurs. Mais c'est ce que les Français ne comprennent pas, puisqu'ils réclament le non-cumul des mandats. Non, c'est pas comme ça. D'abord, c'est pas du tout comme ça que les choses se posent. S'il y a ce qui est la question en général, et quand vous interrogez ensuite les électeurs dans leur circonscription, ils sont très attachés à ce que leur maire puisse éventuellement exercer un mandat parlementaire, parce qu'ils comprennent bien naturellement que c'est leur intérêt et qu'il y a d'avoir un élu qui puisse avoir le bras à Paris, qui puisse agir et bouleverser un peu ce qui est aider en tout cas à résoudre les difficultés de terrain. Vous savez, là où il y a en réalité séparation totale entre les mandats parlementaires et locaux, ce sont les pays dans lesquels les structures sont des structures fédérales. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre tradition. Nous avons une tradition avec non pas centralisateur, puisqu'il y a eu des grands mouvements de décentralisation, mais beaucoup plus d'équilibre. Donc je pense que c'est une erreur que de proposer de rompre le lien qui existe entre le parlementaire et l'électeur par le biais de la suppression du mandat local. Un autre événement survenu cette semaine, c'est la réélection comme président des États-Unis de Barack Obama. Et dans son discours, juste après son élection, il a dit quelque chose de très particulier. Ce que je souhaite faire, c'est travailler avec les leaders des 2 partis pour ensemble résoudre les problématiques, réduire le déficit, changer la réforme fiscale, changer le système d'immigration, ne pas être dépendant du pétrole étranger. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble. Est-ce que dans cette période de crise, ce ne serait pas ça la bonne méthode également en France, de savoir se tendre la main, se parler entre la majorité et l'opposition, plutôt que de faire comme Jean-François Copé, d'appeler à la résistance contre un président qui a été démocratiquement élu? D'abord, vous évoquez une soirée d'élection. Et à vrai dire, on n'a pas tellement de leçons à recevoir des États-Unis. Le soir de l'élection présidentielle, par exemple, Nicolas Sarkozy a adressé des vœux sincères, chaleureux, de succès pour l'équipe que les Français, le candidat, et puis ensuite l'équipe gouvernementale que les Français ont choisi. Donc c'est un propos de soir d'élection tout à fait normal, classique, sain et logique dans une démocratie. Deuxièmement, vous oubliez juste un détail, M. Mazerolle, c'est que le président Obama est dans une situation de cohabitation, puisqu'il rappelle qu'il veut travailler avec le Parti républicain. Ben oui, il n'a pas le choix, puisque le Parti républicain a gagné les élections à la Chambre des représentants. Donc il est assez évident qu'il demande à travailler avec la majorité d'une de ces 2 assemblées parlementaires. Prenons l'exemple d'un ministre français, Manuel Valls, qui est extrêmement populaire. Il est même en tête de la cote de confiance dans le sondage permanent IFOP Figaro Magazine. C'est même la première fois qu'un ministre en exercice est en tête dans ce sondage. Et pourquoi est-il en tête? C'est parce que finalement, il transgresse le clivage gauche-droite. Il s'adresse à tous les Français, aussi bien de gauche
que de droite. Oui, Est-ce que ce n'est pas une leçon? Vous dites en quelque sorte qu'il utilise les mots de la droite en étant un homme de gauche. C'est ça, finalement, votre résumé. Écoutez, moi, d'abord, par tempérament, je porte assez peu de jugement personnel sur les uns ou sur les autres, et c'est valable pour Manuel Valls. Je ne doute pas, naturellement, une seule seconde de sa volonté, comme de l'ensemble des autres membres du gouvernement, d'agir dans l'intérêt général. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement les mots, ce sont les actes et ce sont les résultats. Et nous avons un gouvernement qui est en train de détricoter le code pénal, qui prend des mesures qui vont à l'inverse de ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité. Pas nuancé, à l'inverse. Quand on annonce la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, ça veut dire qu'on laisse penser que les mineurs de 1945 sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la délinquance de 1945 pour les mineurs est la même délinquance que les mineurs d'aujourd'hui. Y a-t-il un seul Français qui croit cela? Lorsque l'on veut supprimer les peines planchers pour les récidivistes, lorsque l'on veut renoncer aux constructions de places de prison. Nous en avons besoin. Nicolas Sarkozy avait proposé la construction de 80 000 places de prison. Le gouvernement actuel, le gouvernement d'aujourd'hui, auquel appartient Manuel Valls, Christiane Taubira et ainsi de suite, eh bien, a décidé qu'ils allaient y renoncer. Lorsque l'on dit que la prison ne doit pas être appliquée pour un certain nombre de délinquants qui sont condamnés à moins de 2 ans, eh bien, tout ça, ce sont des signaux qui sont reçus. Et d'ailleurs, si je veux me limiter à cela, vous pourrez croire que c'est une opposition systématique qui repose sur l'air du temps ou un sentiment personnel. Ce n'est pas ça la réalité. Si vous regardez les chiffres, vous apercevez qu'il y a une dérive inquiétante et préoccupante de la délinquance dans notre pays. Je vous inonde pas de chiffres. Vous les d'où, ces chiffres? Ces chiffres qui sont des chiffres officiels, des chiffres publics, mais je ne vous les ai pas encore donnés, mais déjà je vous donne la source. Ça vient de l'Observatoire national de la délinquance. C'est un organisme indépendant du ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur naturellement valide et que j'ai validé dans le passé, qu'on ne remet pas en question. Il ne s'agit pas de remettre en question le thermomètre. Les violences aux personnes, qui sont sans doute le sujet le plus sensible pour la société. D'ailleurs, quand j'étais ministre de l'Intérieur... Et que vous aviez du mal à régler. Mais quand j'étais ministre de l'Intérieur, elles continuaient à augmenter. Elles ont augmenté à peu près de 2% à 2,5% par an. C'était trop, mais c'était aux alentours de 2%. Si je vous donne les chiffres, juin, plus 6,28. Juillet, plus 11,89. Août, plus 8,74. Un léger mieux, c'est vrai, en septembre, pour être tout à fait honnête, je le dis. Et le mois d'octobre, les chiffres ne sont pas encore connus, mais je vous les annonce, les violences aux personnes, c'est plus 8,10%. C'est-à-dire une augmentation constante, considérable des violences qui concernent la population, qui touchent le plus directement. Ça vient de Manuel Valls, ça? Ça vient de la politique gouvernementale que je viens d'indiquer. Vous savez, quand il y a un signal de laxisme, il est immédiatement enregistré. Et puis, il y a une deuxième raison. C'est que le gouvernement a renoncé à la politique du résultat. Alors, vous savez, quand il s'agissait de critiquer, on disait, oui, mais le gouvernement, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, avec Brice Hortefeux, Claude Guéant et d'autres, il pratique la politique du chiffre. Écoutez, moi, j'appelais ça la politique du résultat. Mais finalement, peu importe le vocabulaire. Si on ne dit pas, voilà les objectifs, voilà ce que nous voulons, voilà, nous serons attentifs aux résultats, et les résultats, nous les observerons effectivement par des chiffres, eh bien évidemment, là aussi, c'est un message. C'est comme si vous, monsieur Mazerolle, je vous disais, allez, continuez votre métier, ou plus exactement, je vous disais, le propriétaire de la station, le responsable de la station BFM, monsieur Haït, vous disait, ça n'a aucune importance, le nombre d'auditeurs, ça ne compte pour rien. Ben évidemment, c'est pas très stimulant. Eh bien là, on est en train de voir le résultat. Autre décision prise cette semaine, l'adoption du projet de loi sur le mariage homosexuel. Alors, on a rencontré dans les rues de Paris un partisan du mariage homosexuel qui a une question très précise à vous poser. Monsieur Hortefeux, des dizaines de milliers d'enfants sont blessés par les leaders de l'UMP qui dévalorisent leurs parents parce qu'ils seraient homosexuels. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de rencontrer des enfants d'homosexuels? Avez-vous essayé de recueillir leurs paroles? Et qu'est-ce qui se passerait s'ils vous disaient qu'ils sont heureux? Oh, le débat sur le mariage homosexuel et tout ce qui va avec, naturellement, est un débat essentiel. Je suis parfois d'ailleurs un peu surpris parce que j'entends les commentateurs partir d'un postulat de départ qu'il s'agit là d'un progrès de la société. Non, le mot, c'est pas celui-là. Il s'agit d'une question sur l'évolution de la société. Le postulat de départ, c'est pas le progrès. Bon, j'entends ce qu'on dit sur le mariage. J'observe simultanément qu'il y avait à peu près 240 000 ou 244 000 mariages ces dernières années, ce qui prouve qu'il n'y a pas une
d'aspiration spontanée au mariage, qu'au contraire, il a tendance à diminuer. C'est un sujet important qui nécessite une modification du Code civil. Vous savez que l'article 144 du Code civil précise très exactement qu'un homme et une femme ne peuvent pas se marier s'ils ne sont pas mineurs. Un homme et une femme, ça signifie donc un bouleversement juridique. S'ils ne sont pas majeurs. S'ils ne sont pas, pardon, précisément, s'ils ne sont pas majeurs, s'ils sont mineurs, donc ils ne le peuvent pas. Donc ça signifie donc un changement considérable. Sur un sujet comme celui-là, d'abord, il faut l'examiner de manière sérieuse, de manière apaisée. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'il y ait des états généraux de la famille pour que l'on aborde ce sujet. Mais je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec les dérives que cela peut entraîner. Bien, on va marquer une pause et puis avec Thierry Arnaud, on va parler du positionnement de l'UMP par rapport au Front National. À tout de suite.